Robert Badinter, qu'est-ce que révèle votre écriture? J'écris très mal, j'ai toujours écrit très mal. J'ai toujours eu une très mauvaise écriture. Et qu'est-ce qu'elle révèle de votre personnalité? Mon écriture et ma personnalité, si on croit mon écriture, ma personnalité, je ne peux que m'en méfier. Ouais. Je veux espérer que ce n'est pas le simple reflet de ce que vous êtes. Vous êtes passionné d'histoire. Quel regard, aujourd'hui, vous portez sur l'ère, la période contemporaine? L'époque actuelle est une époque de révolution, pas de révolution au sens politique comme on en a connu dans le XXe siècle et avant, bien sûr. Non, mais c'est une époque emportée par une révolution beaucoup plus importante, qui est une révolution technologique. Le numérique, le triomphe du numérique importe d'autant plus qu'il changera les mentalités, les rapports humains. Et j'y suis très sensible. Dans le domaine judiciaire, je sais très bien que cela suscitera d'autres questions nouvelles. Mais c'est aussi dans les rapports humains que cela se jouera. Donnez-moi un exemple, notamment. Le jardin du Luxembourg, puisque on l'a vu tout à l'heure, et que je m'y promène volontiers tous les jours. Dans le jardin du Luxembourg, j'étais étudiant déjà, il y a toujours eu des amoureux. Il suffit de relire les écrivains pour le savoir. J'observe que, en même temps qu'ils se parlent, ils continuent à avoir allumé dans leurs mains ce qui me stupéfie, les portables. C'est-à-dire que, comme si il était essentiel, en même temps que je vous parle, et ici je vois des jeunes gens visiblement épris de la jeune fille à laquelle ils s'adressent, ils continuent à avoir le téléphone allumé. Et même chose de l'autre côté. Pas dire qu'à cet égard il y ait quelconque différence. Peut-être un peu plus même chez les jeunes filles. Donc ils ne peuvent pas se séparer de leur contact avec l'extérieur. Vous en parlez avec vos petits-enfants? Non, les enfants, non, je ne vais pas leur parler de l'utilisation du numérique dans les rapports amoureux. Non, ce n'est pas ainsi que je conçois nos rapports. Non, je ne leur dis pas pose ton téléphone quand tu fais la cour à une jeune fille. Non, ils se débrouilleront très bien sans moi. Pas besoin à cet égard de donner des conseils à la nouvelle génération, mais ce qui m'intéresse, c'est pas du tout la critique, c'est le constat. Et essayer d'en dégager les conséquences. Par exemple, pour moi, l'art oratoire va être bouleversé, fini. Ce que nous avons connu ne jouera plus. Parce que le numérique, la relation directe avec le magistrat, via la conférence, les plaidoiries, elles existeront ça toujours. Se fera. Et ça va changer, évidemment, l'ordre des choses. L'art de convaincre ne sera plus le même. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous êtes toujours connecté, suivant le mot convenable, avec le monde. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'aller vers l'essentiel. Il y a quelques années, on vous avait retrouvé sur des pistes. Oui. C'était en 2003. Et c'était à l'occasion d'un reportage pour Thé au café. Et vous preniez un pied. C'était votre expression. Vous êtes un homme libre dans la montagne. On défie d'une certaine manière les lois ordinaires de la gravitation. Dans les très bons moments, les très grands jours, ça va jusqu'au sentiment de voler. Mais c'est une pure illusion. En réalité, on ne vole pas. Et très vite, on est ramené à la cruelle réalité de la pente. C'est l'absolu, c'est le pied, quoi. Je suis tout bête, languette. Vous êtes un homme heureux ici? Ici, oui. Et je le pense. C'est probablement après ce bonheur-là que je cours encore. Ce n'est pas sans mélancolie que je regarde ça. J'étais déjà
d'un certain âge. Hein. J'avais 74 ou 75 ans. Mais j'adorais ça. J'adorais la passion, la montagne, le ski. Et puis, les avatars de la vie et de la santé m'ont éloigné, hélas, des pistes, et je le regrette profondément. Profondément. Ça, c'est une vraie privation. Tout ce qui est l'activité sportive, peu à peu, vous déserte. Vous devez y renoncer. C'est douloureux quand on a aimé aussi passionnément le sport, et beaucoup de sport que moi. Qu'est-ce que vous a apporté l'âge? Entendre moins bien, voir moins bien, ne plus pouvoir, ce qui est très douloureux, à cause de la diminution de la qualité auditive, jouer du piano parce que je n'entends pas clairement ce que je joue, ou j'entends autre chose que ce que je joue. Donc vous n'écoutez plus de musique? Hélas, j'ai le sentiment d'être devenu un infirme musical, et ça n'est pas une médiocre privation. Je vous dis simplement... Vieillir, ce sont des renoncements. Je ne dis pas un renoncement vous transférez, mais vous êtes contraint d'admettre que vous n'êtes plus ce que vous étiez. Et par conséquent, c'est un travail sur soi. Vieillir, c'est une ascèse. C'est en effet une distance qu'on met entre la vie qui progressivement vous quitte, en attendant la fin, et vous. C'est évidemment, depuis toujours, une source illimitée de réflexion, et je dis illimitée délibérément parce que cette réflexion-là, elle ne trouve pas sa fin. Et la question, nous aurons la réponse bientôt, mais elle demeure sans réponse de votre vivant. Vous êtes croyant? Ça ne vous concerne pas. Pas plus, pardonnez-moi de le dire, que quiconque. Avec Elisabeth Badinter, vous formez... Et je suis laïque, je tiens à le dire. Avec Elisabeth, votre épouse, vous formez un couple emblématique. Est-ce que vous en êtes conscient? Pas du tout. Elisabeth et moi, nous ne nous regardons pas comme un couple. Nous sommes ce que nous sommes, et nous vivons depuis plus de 50 ans. Et l'éternité, ce serait vivre avec Elisabeth pour toujours. Mais espérons, on verra. Je n'ai pas la réponse. Dans Thé au café en 2016, il n'y a pas très très longtemps, je l'interrogeais sur votre rapport au féminisme. Voici sa réponse. Est-ce que votre mari, Robert Badinter, est féministe? Oui, incontestable. Ça se traduit comment? Ça se traduit par, comment dirais-je, d'abord, ça se traduit en premier par le fait qu'il me fait passer avant lui. Et il fait passer avant sa propre image ou ses propres désirs. Et il me fait passer avant lui. Je crois qu'il n'y a pas tellement d'hommes qui auraient fait la même chose que lui. Mais c'est par amour. Oui, par amour, mais en même temps parce qu'il trouve ça normal. Et il m'a aidé, et il m'a beaucoup aidé dans la vie. Il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup aidé. Et je vais vous dire, un homme qui est si heureux quand il arrive quelque chose d'heureux à sa femme, pour moi, c'est un féministe. Comme montrait jamais les propos d'Elisabeth. Par définition, elle a raison, toujours raison. Voilà. Mais ça, c'est simple. Ce que j'aurais marqué, c'est que, oui, j'ai soutenu la cause féministe parce que je considérais que la condition des femmes était injuste. Et que ce qui est injuste dans une société doit être modifié. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vois le type de féminisme qui nous vient de Californie, des universités américaines, est-ce que j'y souscris? Je m'interroge. Mais que la cause des femmes soit juste, ça j'en suis convaincu. Est-ce que son expression actuelle dans les lieux que j'ai évoqués soit la bonne? Quelles sont les limites, selon vous? Ce n'est pas ça. C'est l'emportement. Ce qui est essentiel, et là je peux dire ce qu'Elisabeth a mis si bien en relief, ce qui est essentiel,
c'est que on voit ce qu'il y a de commun, cette identité profonde de conditions humaines entre les femmes et les hommes. Pas qu'on mette l'accent sur ce qui les sépare, pas qu'on fasse à part deux communautés différentes. Je refuse ça. Nous sommes tous des êtres humains. Simplement, les unes sont des femmes, les autres hommes. Mais l'essentiel demeure la destinée, la condition humaine. Alors, que l'on pallie aux injustices, assurément, mais d'abord, toujours se souvenir que c'est, je dirais, la main dans la main, que les femmes et les hommes marchent côte à côte dans une existence qui n'est pas toujours facile. Pas en état d'hostilité, pas en état de conflit. Surtout pas la vie sans charge. Est-ce que vous avez élevé votre fille comme vos garçons? Il faut lui demander à elle. Qu'est-ce que vous leur avez transmis Christine, d'essentiel? je crois, moi, beaucoup à l'exemple. Il est essentiel que des êtres humains puissent se dire « mes parents étaient des gens bien ». Si on pense à ça, déjà, on est amené à une éthique. Ce n'est pas une récompense qu'on cherche. Mais je sais à quel point, pour avoir, je le rappelle, beaucoup fréquenté la justice et beaucoup vu les ravages qu'exercent les familles détruites et les parents qui pensent à eux plus souvent, hélas, qu'à l'effet que produira leur conduite vis-à-vis des enfants. Donc, je le dis clairement, c'est un élément structurant de la personnalité et on en est responsable. Simon est un de vos fils. Il vit aux États-Unis. Oui. Il présente un show télévisé consacré Oui. à l'amour. Alors, on a retrouvé un petit bout. Regardez. Bonjour, I'm Simon Marcel, romance expert. As a Frenchman, I love to talk love. J'aime parler d'amour. So I'm pulling couples off the streets and into my bed at the Broadway Mall in New York to get uncomfortably candid about their relationships. How many times a day do you think about sex? 7. 7? Let's say about 15 times 15 a day. times? Yeah. 5 or 6. I don't believe No, that. I don't believe. Come on. When you make love, how long does it really last? 20, 30 minutes. It can be 5 minutes or it can be an hour. As we say in France, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Au revoir. Il a raison. Est-ce que vous êtes surpris par le fait qu'il travaille à la télévision sur un câble avec un sujet que vous devez certainement pas évoquer, qui est plus l'amour, le sexe? Tout ce qui rend les enfants heureux, Vous rend heureux. c'est une banalité, eh bien, point. Voilà, alors, je n'ai pas à en dire plus, je ne me vois pas comme mentant ainsi. Mon fils fait ça, c'est très bien, ceci lui convient, très bien, moi, ça m'est indifférent. Qu'il trouve son plaisir ou les éléments d'une réussite là, comme il le trouverait ailleurs, dans les affaires, ça va être ici facile, parfait. C'est lui que ça concerne. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il soit heureux. Heureux, c'est tout. Est-ce que Et là, je retrouve le message d'Idis, vous voyez. c'est ce que j'allais vous dire. Plus que Est-ce celui que de Charlotte. Idis, effectivement, votre grand-mère maternelle, avait aussi cette volonté de transmettre en fait un certain bonheur, un certain équilibre, une certaine volonté de trouver sa voie, en définitive? Ce dont je suis sûr, c'est ce qu'elle nous aimait, mon frère et moi. Et ce dont je suis également convaincu, c'est que c'est une grande force dans la vie que d'être, savoir qu'on est aimé par ses parents et ses grands-parents. Et si finalement, au terme de ma vie, j'ai écrit ce livre en hommage à elle, c'est bien parce qu'à travers tant de décennies écoulées, au fond de moi,
j'avais conservé une dette de reconnaissance. Et je reprends le mot que Simon tout à l'heure citait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Eh bien, puisque de son vivant, je l'ai tant aimé quand j'étais enfant, je trouve que c'est bien de le lui témoigner ou de l'affirmer tant de décennies après. Robert Badinter, dans l'émission, on aime bien terminer en musique, en chanson, même si vous n'en écoutez plus. Mais je sais que ça va vous faire plaisir d'écouter Yves Montand à bicyclette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Qu'est-ce que ça évoque, Robert Badinter, pour vous? Tout d'abord Yves Montand et particulièrement ce texte, cette chanson. Oui, la bicyclette chantée par Montand, c'est celle de mon adolescence. Pendant l'occupation, toutes les jeunes femmes étaient à bicyclette. Et c'est là où j'ai mesuré, robe d'été, jupe voltigeant, combien elles étaient belles. Et je n'ai jamais cessé d'en être convaincu. On terminera sur ce beau souvenir avec Yves Montand de cette émission. Je voudrais rappeler que vous venez d'écrire ce très beau témoignage d'amour pour votre grand-mère maternelle, Idis, et c'est aux éditions Fayard. Dans l'émission aussi, sur ce plateau, peut-être avez-vous remarqué les œuvres d'André Nadal, qui expose ici à la Galerie de Médicis, place des Vosges, à Paris. Il met en valeur le noir selon un effet mat ou brillant. Et grâce à des techniques de brossage et de lissage, il construit comme ça ses tableaux à partir de lignes et de courbes. André Nadal. Samedi prochain, nous recevrons Nolwenn Leroy. Et puis le 24 novembre, c'est Alain Delon, que vous connaissez. Alain Delon qui sera ici même sur ce plateau de Thé ou Café. Ce sera l'avant-dernière émission. Et le samedi suivant, le 1er décembre, eh bien, nous célébrerons en quelque sorte le final de Thé ou Café et la fin de Thé ou Café. Robert Badinter, merci. Merci d'avoir été présent. Voilà. Et nous sommes toujours à l'écoute de vos propos, l'écoute très attentive de ce que vous dites, parce que vous nous faites grandir. Merci. Merci.